Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit, c'est votre émission. Aujourd'hui, je reçois les auteurs de ce livre « La loi ne fait pas le bonheur », Françoise Bousquet et Stéphane Joc. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Alors, pourquoi la loi ne fait pas le bonheur ? En fait, notre livre n'est pas un pamphlet contre la loi. Pour autant, on considère qu'elle ne fait plus le bonheur en raison de l'inflation réglementaire et législative. Donc, ce qu'on met en avant déjà dans le livre, pour entamer la lecture du livre, c'est qu'il y a beaucoup trop de textes en France, qui sont beaucoup trop compliqués, mal rédigés, et pour autant, il y a des solutions. Et donc, à travers tout notre livre, on évoque les solutions. D'ailleurs, le nombre de textes a augmenté, je crois, de plus de 50% ces 20 dernières années. C'est énorme. Tout à fait. Et puis, on note, par exemple, qu'en 2013, on constatait qu'il y a 400 000 textes applicables aux collectivités territoriales. Ça commence à faire beaucoup. Alors, le livre, qu'on comprenne bien, il est centré, le propos du livre, c'est la normalisation. Alors, Françoise, qu'est-ce que la normalisation ? La normalisation, justement, telle qu'elle va être présentée dans ce livre, on utilise en France le terme norme de façon très générale et éventuellement pour présenter des règlements. L'acception du terme norme dans notre livre, c'est le résultat d'un consensus de parties prenantes, des industriels, des consommateurs, des utilisateurs, etc., qui vont se mettre d'accord sur une solution technique pour un problème qu'ils ont et qui n'a rien à voir finalement avec quelque chose qui est tombé du haut, tombé du ciel, comme ça, comme un texte de loi. Et l'idée, parce que si on parle des 400 000 textes, des élus, quelquefois, disent il y a 400 000 normes en France, c'est pas vrai. Il y en a peut-être 30 000 à tout casser, hein, voilà. Et certes, très très peu sont obligatoires, sont d'application obligatoire, seulement 1%. Le processus de normalisation, il est tel que vous mettez autour d'une table des gens qui sont éventuellement des concurrents, etc., mais qui sont tous intéressés par le même problème technique à résoudre et qui vont essayer de trouver une solution technique pour ce problème. Essayer de trouver un consensus. Un consensus, voilà. Et donc, ça, c'est la première chose importante du terme de norme tel que nous l'avons exprimé, enfin, tenu. Et en France, ça se fait au sein de l'AFNOR, hein, voilà, organisme de normalisation officiel. Il faut savoir aussi que tout ce qu'on fait en France a une portée généralement européenne et internationale dans 90% des cas. Mais ce qui est le plus important, je crois, à retenir, et c'est ça qui va apparaître dans les solutions qui sont proposées dans ce livre, c'est le fait que les normes sont révisées régulièrement. Et ça, c'est un point qui est très important, parce qu'il y a 10 ans, j'aurais pu avoir une amende parce que je portais le pantalon, parce que la loi était encore en vigueur, qui datait de 1700 et des poussières. Et ça n'arrive pas pour les normes, ça ne doit pas arriver pour les normes. Et comment ça se passe, justement ? Eh bien, tous les 5 ans, dans tout le cursus de normes, passe à la moulinette. Et on demande à toutes les parties prenantes, les consommateurs, les utilisateurs, les fabricants, etc., est-ce que cette norme-là est toujours d'actualité ? Ce qui nous permet effectivement de suivre en même temps l'évolution technologique. Et ça, c'est un point qui est important, même si la technologie va un peu trop vite et que 5 ans, ça paraît un petit peu jeune quelquefois, c'est en tout cas un avantage considérable. Sachant que ce délai de 5 ans n'est pas figé. Si on veut réviser avant une norme AFNOR, on peut le faire. On n'attend pas 5 ans, forcément. Ce qui a été fait pour les masques, d'ailleurs. Ils ont fait, pour les masques du Covid, la révision est revenue tout de suite, dès qu'on s'est aperçu, voilà, compte tenu d'urgence. Donc, je l'ai dit au tout début de l'entretien, le constat, c'est celui de l'inflation législative et réglementaire. Comment la normalisation permet-elle de lutter contre l'inflation législative et permet la simplification du droit ? En fait, ce qui permet d'avoir moins de textes et d'avoir un droit beaucoup plus simple, c'est une bonne articulation entre la loi, le règlement et la norme. Et donc, le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle la nouvelle approche. Dans la nouvelle approche, en fait, on se retrouve avec des textes réglementaires législatifs qui s'articulent avec une norme AFNOR. Et donc, on arrive du coup à avoir des textes législatifs et réglementaires plus courts, plus simples, puisque tout le détail technique est mis dans la norme AFNOR. Donc on voit bien que la normalisation contribue à la simplification du droit. Exactement. Je pense qu'il est important de dire, c'est que le texte de loi, lui, il met en avant les grands principes, les exigences, qu'on appelle les exigences essentielles de sécurité, de qualité, etc. Et l'histoire dit, si vous respectez telle et telle norme, etc., eh bien vous répondrez c'est une présomption, finalement, de conformité au texte de loi. Voilà.
C'est la force de la nouvelle approche. En fait, dans la nouvelle approche, quand on décide volontairement de se conformer à une norme, on bénéficie d'une présomption de conformité. Donc, en fait, on n'est pas forcé, la norme n'est pas contraignante, mais si on l'applique, on bénéficie de cette présomption, donc on a plutôt intérêt à l'appliquer. Et pour autant, si on veut innover, aller plus loin que la norme, on est libre de le faire, puisque la norme est volontaire. Alors, la normalisation permet également d'être un outil d'intelligence économique. Concrètement, comment ça se passe? Bien, parce que, en fait, si vous prenez un petit peu les éléments constitutifs de ce qu'on appelle l'intelligence économique, etc., qui permettent à une entreprise, finalement, de connaître sa concurrence, de se lutter contre sa concurrence, de placer ses produits, etc., il y a un premier élément qui est la veille. Hein, la veille, c'est vraiment comment je peux collecter toutes les informations de façon légale. Bon, eh bien, quand on est dans une réunion avec des concurrents et qu'on essaye de trouver un consensus, on sait ce que pense le concurrent. On sait aussi, et on va pouvoir comme ça anticiper, quelle est la norme qui a la chance de sortir. C'est peut-être le produit d'IBM plutôt que le produit de telle ou telle société, on ne sait pas. Hein, et donc, ça permet d'anticiper, ce qui est un deuxième élément très fondamental de l'intelligence économique. Et ça vous permet effectivement ensuite d'influencer dans le bon sens. Hein, ce sont vraiment les trois éléments qui permettent de faire avancer finalement le bien de votre entreprise, de votre État, etc. Les Allemands et les Chinois sont extrêmement utilisés très très bien la norme pour avancer. Et dans le livre, d'ailleurs, on a des exemples qui sont des histoires vraies. Hein. Les Chinois font ça aussi. Ils ont intégré la normalisation dans leur plan général. D'ailleurs, dans notre livre, en fait, on a mis des exemples de tous les domaines, puisque la normalisation est transversale, et donc on a eu à cœur de mettre des exemples dans tous les domaines pour montrer à quel point la normalisation est devenue stratégique aujourd'hui. On ne peut pas faire sans. Alors, merci à tous les deux. Donc, la loi ne fait pas le bonheur, mais on a compris qu'une nouvelle approche était possible. Absolument. Elle existe sur le plan européen et on voudrait bien la pousser sur le plan français. Voilà. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous trouve prochainement dans Décideurs du droit.